avez pu vous en rendre compte. Tout à l'heure, on ira à Kinshasa. Pour l'instant, on est donc à Beyrouth. On le disait tout à l'heure, le Liban phare de la francophonie, de la langue française partout au Moyen-Orient, mais aussi en Méditerranée. Cette Méditerranée que vous allez voir tout au long de cette émission, elle est magnifique. Il fait très beau aujourd'hui au Liban. Il fait un peu chaud. On est à l'extérieur, mais vous allez le voir, on va passer un très agréable moment avec à mes côtés. Et c'est un plaisir pour vous présenter cette émission, Espérance Ranem. Bonjour Espérance et merci de nous accueillir, TV5 Monde et toute la francophonie. Bonjour Mohamed, bienvenue à tous. C'est un grand plaisir pour moi et pour OTV d'être aujourd'hui avec vous dans cette émission spéciale pour faire ensemble le tour du monde de la francophonie. Et merci Espérance donc de nous accueillir ici à Beyrouth avec OTV Libanon. Je le dis maintenant pour ne pas l'oublier. Merci aussi à OTV donc, mais aussi à Télé Liban, la télévision publique libanaise, à Radio Nostalgie, la radio de tous les francophones du Liban. Plusieurs invités donc autour de nous, d'autres nous rejoindront tout à l'heure. On va commencer par vous les présenter. Certains visages vous sont déjà connus puisqu'ils sont déjà passés sur TV5 Monde et notamment dans Maghreb Orient Express. C'est le cas par exemple de Raya Farhat. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice artistique de Art in Motion. C'est une association dont on va parler bien évidemment, que vous avez cofondée. On avait parlé déjà de vos projets dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Avec nous également aujourd'hui, Ziad Mahoul. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez déjà été dans nos programmes à TV5 Monde, puisque vous êtes rédacteur en chef à L'Orient le Jour, quotidien francophone libanais, l'un des principaux journaux d'ailleurs du Moyen-Orient. Et c'est franchement admirable parce que être un journal francophone, mais un des piliers de la presse écrite au Moyen-Orient, ce n'est pas facile face à la presse anglophone et arabophone, bien entendu. À vos côtés, une artiste clown, Zia, dont vous avez déjà parlé, Sabine Chouker. Bienvenue et merci de nous accueillir. C'est plutôt à vous de nous dire bienvenue ici au Liban. Alors moi, je vous ai découvert avec Terrienne, le site des femmes dédié à la cause des femmes et à la condition des femmes dans le monde, un site Terrienne de TV5 Monde. On va parler de vos deux projets, puisqu'il y en a deux et ce ne sont pas les seuls, mais on va se cantonner à ces deux-là. Clone Me In et puis bien entendu Caravane. Vous agissez notamment auprès des enfants réfugiés syriens. Et enfin Rima Tarabaï, merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, déjà passé dans 64 minutes Le Monde en français. Vous êtes vice-présidente de Bahar Lubnan, la mère du Liban. Vous êtes présidente d'EcoTown aussi, hein. C'est une organisation non gouvernementale française. Deux associations, on le verra, qui aident les villages de toute la Méditerranée à transformer leur quotidien en développement durable et en écologie, hein, en villages écologiques. Et vous êtes d'ailleurs doctorante en développement durable et en écologie. Espérance, on va commencer bien entendu par la langue française. Pour commencer, Mohamed, on va voir avec nos invités comment se porte la langue française au Liban. On entame avec vous, Rima Tarabaï. Quel est votre rapport à cette langue? Moi, mon rapport a été très tôt, depuis ma naissance. Donc, j'ai toujours parlé en français. J'étais dans une école française. Ça a toujours été quelque chose de très important. C'était, à un certain moment, je ne savais pas si c'était ma langue maternelle ou pas ma langue maternelle. Mes parents sont libanais, mais à un certain moment, j'avais un doute. Et donc, j'ai fait toutes mes études en langue française. Ouais. Et donc, la langue française a été et continue jusqu'à aujourd'hui à être un véhicule très important. Pas seulement pour la langue, mais aussi pour toutes mes activités et tous mes combats que je mène au quotidien. Ziad Mahoul, vous côtoyez cette langue donc quotidiennement, vous écrivez avec la langue française. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, quelle est aujourd'hui la place de la langue française au Liban? Une fois qu'on a dit que c'était le phare de la francophonie au Moyen-Orient, je pense que vous serez d'accord et ce n'est pas exagéré, mais concrètement, comment se porte-t-elle au Liban? Écoutez, elle se porte comme partout dans le monde, ni moins bien ni mieux. Il y a évidemment cette lutte contre l'anglais, mais je ne pense pas qu'il faille bunkériser la langue française. Au contraire, il ne faut pas la figer, il faut pas la protéger comme si c'était une vieille dame qui peut mourir à n'importe quel moment. Il faut qu'elle soit ouverte aux autres langues, il faut qu'elle se métisse. Mais je pense que aussi dur qu'il soit, ce combat portera ses fruits et porte ses fruits. On n'est pas dans un espèce de pessimisme par rapport à la durée de vie de la langue française. Elle a beaucoup d'années devant elle encore. C'est pas évident, mais il y a de l'avenir. Mais il y a de l'avenir, bien sûr. Et vous, Raya, quel est le lien que vous avez tissé avec cette langue? Comme Rima l'a déjà dit, on considère que la langue française est une langue maternelle. On a grandi, notre éducation, elle est déjà bilingue. C'est la langue de la culture, de l'art, de la communication. Et, déjà le fait aussi qu'on a étudié de la langue française et pendant la guerre aussi, la France était un pays d'accueil.
Donc j'allais voir mon père qui était enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques. On allait le voir souvent, on faisait les musées ensemble. Donc cette langue, on ne peut pas dénier qu'elle a été elle fait partie de notre histoire. Le fait qu'on dit que si on dénie cette langue, on est en train de dénier notre histoire et notre passé, quoi. Et tiens, juste un petit clin d'œil aussi quand même, puisqu'on parle de la bonne santé de la langue française au Liban et partout dans le monde. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sachez que la première place n'est pas surprenant, c'est plutôt logique. Ce sont des Français qui sont scolarisés dans ces établissements. Vous savez qu'ils sont partout dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest. Eh bien, la deuxième place, sachez que ce sont des élèves libanais qui sont scolarisés dans ces écoles donc de l'AEFE. Sabine Chouker, quand on est artiste, qu'on est clown pour des enfants, on imagine qu'on a un langage universel. Mais tout de même question à vous. Je ne vais pas vous demander où est-ce que vous avez appris le français, vous allez me dire peut-être à l'école, voilà, c'est plutôt logique, mais je vais essayer de fouiller un peu plus quand même et tout. Mais pour vous, c'est la langue du quoi? Certains disent, et ça nous fait plaisir, que c'est la langue du romantisme quand on voyage à l'étranger. Certains disent que c'est une langue aussi qui fait forcément penser aux grands écrivains francophones. J'ai bien dit francophones, pas qu'aux écrivains français. Pour vous, la langue française, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est la langue d'amour. C'est beau, c'est magique et puis voilà, c'est beau à entendre. Je raconte des histoires parfois en français et puis il faut dire que je ne l'utilise pas tout le temps. Ouais. Je suis mariée, mon mari parle anglais, mais... Cela dit, ici, vous êtes, c'est vrai, multilingue. Tout à l'heure, Zia disait que ce n'était pas un combat. On plaisante souvent, c'est un cliché, mais hi, kifak, ça va. Ouais, donc voilà, déjà 3 voilà. langues. Et attendez, c'est pas fini, on rajoute ciao à la fin, parfois en italien. Voilà, je vous ai fait la preuve qu'on n'est pas ici non plus pour mettre les langues les unes des autres en concurrence. On va maintenant parler avec tous, espérant bien entendu, de vos projets respectifs. On va commencer avec vous, Raya Farhat. On va parler de Art in Motion. C'est une association que vous avez fondée avec deux de vos amis, deux femmes que l'on connaît aussi à TV5 Monde et que l'on apprécie, Rania Tabara et Rania Halawi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Art in Motion, on vous pardonne pour l'anglicisme. Ouais. D'ailleurs, il y a un jeu de mots entre émotion et art. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le projet? Art in Motion, c'est une association à but non lucratif qui a pour but et mission d'établir un langage culturel et un dialogue à travers l'art contemporain dans des espaces publics. Donc, nous invitons des artistes internationaux, européens, ainsi que des artistes locaux pour interagir et qu'il y ait un dialogue entre eux et de créer des œuvres d'art sous différents médiums. C'est-à-dire le but, c'est d'apporter l'art contemporain, de le rendre accessible au plus grand nombre dans l'espace public libanais. Que ce soit une vitrine à tous et comme un espace incubateur de la créativité. Alors, c'est votre devise, l'art contemporain pour tous? Oui, l'art contemporain pour tous, voilà, que ce soit accessible à tout le monde. Mais il ne faut pas toujours oublier que tous les acteurs culturels du secteur culturel libanais, on a tous cette même vision d'établir... de mettre la présence de l'art comme un bastion pour Beyrouth, parce que Beyrouth, c'est le carrefour de la culture. On a tous ce but de lutter contre l'obscurantisme qui nous menace souvent et tous les problèmes qu'on est en train de... Face à la violence, c'est aussi l'art contemporain qui peut effectivement... répondre effectivement à cet obscurantisme. On va parler aussi d'une association que vous aviez mis sur pied, d'une exposition que vous aviez mis sur pied au moment de lancer cette association, c'était Résistance et Persistance. Vous vouliez établir donc un dialogue culturel. On voit à l'écran vos œuvres défiler, vous interrogez la place de l'art, on l'a dit, dans l'espace public. Vous nous aviez dit un jour sur TV5 Monde, le peuple libanais a soif de culture, d'art et de liberté. Est-ce que vous pouvez nous décrire maintenant une autre de vos œuvres? Nous, on avait parlé de Judicium à l'époque, je crois. Oui, Judicium. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'une de vos dernières, Tout part de Florence, notamment, et vous avez décidé de vous intéresser aux 7 péchés capitaux. Racontez-nous. Oui, donc ça s'appelle La décadence de la pureté. C'est une installation photographique qui montre que l'homme est bon par nature et que c'est la société qui le corrompt. Donc c'est l'histoire d'Ève, qui est la ballerine de la boîte à bijoux, qui se décade d'un tutu noir, d'un tutu blanc pur à une robe de veuve noire, à travers les 7 péchés capitaux. Donc elle est attirée par le cercle du mal. Et donc comme nous tous... la gourmandise par exemple, la sexualité... la luxure. D'ailleurs, oui, vos créations, Raya, ne peuvent laisser personne indifférent. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? Quel est le message que vous transmettez aux gens?
C'est vrai que certains peuvent les trouver provocatrices. Pour vous, Il faut toujours qu'il y ait un message que l'image qu'on doit projeter doit avoir de l'émotion. ouais. Parce que c'est la mémoire en fin de compte. Il faut passer un message fort, il faut que ça soit vraiment émotif et qu'il y ait une interaction et cette communication entre acteurs-spectateurs avec l'œuvre d'art. Rima, est-ce que cette œuvre vous parle, des 7 péchés capitaux? C'est que la religion, c'est parfois sensible dans cette région du monde. Et d'ailleurs, pas seulement, c'est le cas aussi en France et dans bien d'autres pays francophones. Peut-être une réaction aux œuvres qu'on a vues. Une danseuse en tutu qui pose en soubrette, ça vous évoque quoi? Vous dites Yallah, c'est bien ou Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'à partir de l'art, on peut exprimer beaucoup de choses. On est quand même dans des sociétés très conservatrices. On a tendance à penser que la société libanaise, elle est beaucoup plus moderne que d'autres sociétés arabes et qu'on a plus de droits. Malheureusement, les droits de la femme libanaise sont quasi nuls et que les femmes marocaines ou algériennes ont beaucoup plus de droits que nous. Donc si à partir de l'art, on peut exprimer aussi cette liberté d'expression, de montrer le nu et de pouvoir dire les choses, c'est excellent. Et je voudrais aussi parler de la gourmandise où Raya parle un peu de cette femme qui est femme objet, femme chère, qui est aussi très importante par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Alors, Rima, parlant de vos projets, vous avez contribué à créer la première école écologique à Nakoura dans le sud du Liban. En quoi consiste le projet et quelles sont les actions que vous menez? Juste. En fait, je voudrais préciser, donc moi j'ai fait cette association Bahar Lubnan avec Rafik Hariri qui a été assassiné au Liban donc en 2005. Et donc on a lancé Bahar Lubnan pour régler les problèmes de la pollution de la côte libanaise, ce qui est un problème très grave aujourd'hui. 60% de la côte libanaise est complètement modifiée et continue à être modifiée. Il n'y a absolument aucun plan écologique qui est pris en compte aujourd'hui, malgré un renouvellement du gouvernement et malgré une société quand même qui est très active au niveau de beaucoup de choses. Le Liban est en train de faire une sorte d'écocide en fait. On est très inquiet sur le plan politique, mais on est en train de détruire notre patrimoine qui, pour moi, est notre mer et notre territoire. Et donc l'école zéro émission de CO2, en fait, on l'a faite pour éveiller les enfants. Parce que je pense que c'est ça où il faut vraiment miser sur la nouvelle génération. Justement, Donc, Rima, vous dites l'éducation des plus jeunes. C'est vrai que les images des ordures qui s'entassaient sur le littoral libanais ont fait le tour du monde. Il y a d'ailleurs un mouvement politique, Justing, vous puez, qui avait été créé. Voilà, mais dites-nous, est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il n'y a pas eu d'effort vraiment? Les autorités n'ont pas réussi à régler cette question des déchets? Non, voilà, si vous voulez, malheureusement, il y a 2 ans, il y a eu ce mouvement qui a été vraiment pris par toutes les communautés et toutes sociétés confondues, toutes classes sociales. Et les gens sont descendus dans la rue et ils ont commencé à parler que c'est impossible, que c'était inacceptable qu'on puisse avoir les déchets. Et c'est là tout d'un coup où les Libanais se sont rendus compte qu'en fait, les déchets, on pouvait les trier. Et donc, ce qu'ils ne savaient pas du tout. Donc, ce mouvement est resté durant quelques mois. Donc, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir créer une nouvelle citoyenneté à partir de l'environnement qui est le sujet de ma thèse de doctorat. Pour fédérer les Libanais au-delà des appartenances confessionnelles. Oui. Voilà, à partir, parce que tous, on est dans un confessionnalisme politique au Liban et on est dans un confessionnalisme tout court par rapport à tout ce qui est terrible, par rapport à un pays qui se veut moderne et ouvert et qui aussi est francophone. Donc, le problème que ce mouvement a commencé et s'est arrêté. Oui. Et aujourd'hui, la question des déchets n'est pas réellement réglée, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même des déchets qui sont enfuis dans la mer. Et il y a une sorte de dépotoir qui n'est pas très loin de l'aéroport. Oui. Il y a eu même des problèmes d'oiseaux qui sont venus et qui ont perturbé les vols des différents avions qui sont venus avec l'entassement des déchets. Et donc, il n'y a pas, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas une vraie politique pour régler le problème des déchets au Liban. Peut-être que votre message sera entendu aujourd'hui par le gouvernement libanais et la présidence de la République libanaise. Surtout qu'on a un ministère de l'Environnement, mais bon. Il y a un ministère de l'Environnement donc au Liban. Espérance, on va bien entendu maintenant parler de L'Orient le Jour, en sachant que c'est un journal qui fait une grande place aussi à l'écologie. C'est pourquoi, Ziad Mahfouz, L'Orient le Jour est un journal qui est bien réputé au Liban et dans toute la région arabe. Mais si vous deviez le présenter en quelques mots, comment le définiriez-vous? C'est une question très simple et un peu compliquée à la fois. L'Orient le Jour, dans un peu moins de 6 ans, L'Orient le Jour va avoir 100 ans. Donc c'est le plus vieux journal au Liban, toutes langues confondues. Ouais. C'est vrai que nous vivons au quotidien les mêmes problèmes que la presse écrite vit dans le monde, que ça soit le New York Times ou n'importe quel journal de province aux 4 coins du monde.
Je pense que c'est pas seulement la presse écrite. Je pense que les télévisions, et vous le savez, Espérance et Mohamed, que c'est pas aussi évident pour vous. Les télévisions aussi vivent quelque chose de moins grave, mais on s'inquiète parce qu'il y a comme un changement génétique dans ce que les hommes et les femmes attendent d'un média. Je pense que les réseaux sociaux sont en train de nous vampiriser un peu à tous. Je pense que n'importe qui peut se dire journaliste à n'importe quel moment du jour ou de la nuit sur n'importe quel réseau social. Les annonceurs ont également modifié génétiquement leur façon de faire. Ils ne sont plus attirés que par les GAFA. Google. GAFA, c'est le Google, Amazon, voilà. Facebook, et puis voilà, le dernier à chaque fois, Instagram Amazon, de plus en plus. C'est pas mauvais. On n'est pas là pour pleurer sur des ruines ou pour se dire c'était tellement mieux avant. Pourquoi est-ce que nous maintenant? Mais comment vous faites pour survivre alors face aux réseaux sociaux? C'est quoi la valeur ajoutée que vous essayez d'apporter à Lorient le Jour? Écoutez, Lorient le Jour a toujours, depuis 1924, que ce soit Lorient le Jour puis Lorient le Jour, on a toujours été un journal de combat. Mais de combat, je tiens à préciser que ce n'est pas des combats, que ce n'est pas du militantisme qu'on fait. Le combat, ça a toujours été pour la souveraineté et l'indépendance du Liban, l'état de droit au Liban, les libertés au Liban. Ça, c'est quelque chose auquel Lorient le Jour a extrêmement contribué depuis bientôt un siècle, pour que les Libanais et les Libanaises surtout puissent bénéficier des mêmes droits que n'importe quel citoyen du monde. Et Lorient le Jour se bat aussi pour changer les mentalités, nos mentalités à nous, Libanais, notre façon de voir l'art, la culture, l'environnement, notre façon de nous définir comme citoyens. Il suffit juste de regarder un peu ce qui se passe dans la rue, de voir comment n'importe qui peut jeter n'importe quoi d'une voiture ou dans la mer, ou comment on ne sait pas, par exemple, les choses les plus basiques, les plus élémentaires qui vont faire sourire beaucoup de vos téléspectateurs. On ne sait pas faire la queue, on ne sait pas ne pas être corrompu. Ça fait le charme du Moyen-Orient, ça fait le charme de la Méditerranée. Mais il y a un moment où, quand le vase déborde, il faut vraiment s'arrêter. Et puis voilà ce sur quoi on travaille. Voilà, en un mot galvaudé, un mot utilisé du matin au soir depuis des années. Mais je pense que Lorient le Jour l'a inventé au Liban. C'est le mot résistance. On résiste depuis toujours. On résiste politiquement, on résiste contre toutes les occupations qu'on a eues, l'occupation israélienne, l'occupation syrienne. On a été des fers de lance de la résistance à ce niveau-là. On résiste contre la sclérose des mentalités. Quand Ziad Douairi se fait, avec son film L'Insulte, qui a valu à son acteur palestinien le prix d'interprétation à la Mostra de Venise, quand Ziad Douairi est victime d'une cabale, Ziad Douairi ou n'importe quel il a été arrêté à l'aéroport, notamment, il y a quelques jours. Voilà, le peuple libanais est un peuple résistant, c'est connu, ça, Ziad. Absolument. Sabine, est-ce que vous lisez Lorient le Jour de temps à autre? C'est quoi Lorient le Jour? Ça y est, elle a déjà lu. Je sais pas, oui, bien sûr, ça parle des clous tout le temps. Quelque chose, c'est que dans cette résistance, la résistance culturelle occupe une place de choix dans notre combat. Bien sûr, la culture dans Lorient le Jour, Et puis la résistance touristique, nous avons deux projets qui sont Génération Orient et le village préféré des Libanais. Génération Orient braque les projecteurs avec la SGBL chaque mois sur un artiste de moins de 35 ans parce que l'État ne les aide pas. Et avec la France à Banque, nous nous occupons de braquer aussi les projecteurs sur 10 villages, plus ou moins connus au Liban, pour encourager aussi le tourisme non pas de interne. masse, mais en tout cas une interaction touristique. Sabine Chouker, Lorient le Jour, lui, a déjà parlé de vos nombreux projets. Il y en a plusieurs. J'ai du mal à suivre, mais il y en a deux que je connais parfaitement. Je le disais tout à l'heure, notamment grâce à Terrienne, le site de DV5 Monde dédié à l'actualité des femmes dans le monde, puisque on a découvert cet article sur le site de Terrienne. Alors commençons, si vous le voulez bien, par une question. Être clown, c'est pas commun dans cette région du monde, c'est vrai, c'est pas une tradition, clairement. Comment vous êtes venu cette idée de devenir clown, en fait? Alors écoutez, j'ai étudié le théâtre au Liban, après j'ai été à Londres, j'ai fait un an d'école de mime. Ouais. Après, je me suis dit, bon, c'est génial, maintenant, je sais faire le mur, je sais bouger et tout, mais c'est pas ça que je veux. Ouais. Donc, j'ai fait école corporelle, école Lecoq, mais à Londres, et j'ai découvert le monde du clown. Et c'était un monde vraiment magique, génial, qui
qui m'a changée. Universel aussi. Ah ouais, mais ouais, c'est ouais. qui m'a vraiment changée. Il y a Clomine notamment, Espérance oui. peut-être Oui, Clown Me In, c'est votre projet. Ouais. Vous donnez des spectacles aux enfants libanais et aussi à des enfants syriens réfugiés. Donc je fais des spectacles un peu partout dans le monde. C'est pas juste au Liban, mais en Inde, Brésil, au Brésil, Jordanie. Mais le but, c'est Travaille quoi? avec les- Pardon. Le but, c'est quoi? C'est Le une sorte but, de c'est thérapie vraiment ou de juste leur passer, donner un sourire? un moment très beau, un moment vrai, parce que ça manque les moments vrais entre nous. Donc voilà. Avec des enfants souvent traumatisés quand même aussi par la guerre. Voilà, avec des enfants traumatisés, mais avec des parents aussi, avec des femmes justement, avec des hommes, parce que c'est pas juste pour les enfants, mais c'est vraiment un moment où on peut offrir un peu de joie à ces gens qui en ont besoin, qui sont traumatisés, qui vivent des expériences horribles, des expériences de guerre, des expériences de Oui, il y a un pauvreté. spectacle, Sabine, qui incite les parents à scolariser les enfants. Peut-on dire que maintenant, c'est votre objectif principal? Bon, c'était vraiment mon projet récent, ouais, de dire, parce qu'au Liban, il y a 180 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est ce qui est horrible, vraiment. Et que, Mais précisons, Sabine, que le Liban fait beaucoup plus que d'autres pays. Juste un chiffre, en 2011, ils étaient 120 000. Ils seraient aujourd'hui, selon les chiffres du gouvernement libanais, 440 000 enfants scolarisés. Il y a quasiment 2 millions de réfugiés syriens en France. Non, mais je donne les chiffres parce que c'est vrai qu'en Europe, il y a parfois des débats pour accueillir en France 1000 réfugiés, 2000, peut-être 20 000 ou autres. Ici, c'est quand même quasiment 2 millions. C'est un habitant sur 5, disons. Voilà. Mais vous voulez bien entendu faire plus en termes de scolarisation. Ouais, en faire plus. Et puis là, on travaille sur les droits des enfants, parce que aussi il y a des enfants qui travaillent, il y a des enfants qui sont dans les rues, il y a des enfants. Donc toujours, on essaye de prendre des thèmes ou des causes qui nous tiennent à cœur, comme humains vivant au Liban ou des humains du monde, quoi. Et travailler sur ces causes à travers le clown ou le théâtre de rue qu'on fait. Alors réagissez sur les réseaux sociaux, bien entendu, pardon Espérance, hashtag TDMF sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, voilà, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à aller voir les sites internet respectifs de nos invités. Nous sommes ensemble depuis quasiment 24 heures sur TV5 Monde et c'est pas fini, le tour du monde de la francophonie continue. On va peut-être, Espérance, avant de refermer cette première partie, demander le mot préféré de chacun de nos invités. Ziad a déjà cité résistance tout à l'heure. On va commencer par qui, Espérance? Alors, on va voir quel est votre mot en français préféré. On commence avec vous, Rima. Voilà, moi, Espérance, je voulais dire, il y a deux mots, je vais être rapide. Oui. C'est égalité. Et pourquoi? Égalité et laïcité. Égalité parce que nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'égalité, surtout dans le Proche-Orient et dans le monde arabe. Il y a énormément de disparités entre les classes sociales, il y a énormément de classes sociales très pauvres. Ouais. Et égalité, c'est un terme qui pour moi est porteur d'espoir, en tout cas pour cette région. Et laïcité, parce que pour moi, la seule survie du Liban serait la séparation de l'État avec les religions. Et qu'il faut aujourd'hui, plus que demain et plus qu'hier, vraiment œuvrer pour qu'il n'y ait plus de confessionnalisme politique. Notre multiculturalisme est magnifique, mais il faut que la politique soit séparée de la religion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La laïcité, Et vous, quelque chose de très votre mot Raya. préféré? Moi, c'est la persistance, puisque c'est la clé du futur et de l'avenir. Clé du futur et de l'avenir, la persistance. On se souvient de résistance et persistance. On ne dit pas votre exposition. Ziad, je me tourne tout de même vers vous. Résistance? Non, parce que résistance... Vous l'avez déjà dit. Oui, non, c'est pas que je l'ai déjà dit. Il est malin, comme ça, il a deux mots, lui. Il a eu deux mots. Ah, t'en as eu deux, toi Alors, aussi. l'autre, c'est quoi? Non, mais moi, j'aime bien les mots qui réinventent la langue française. J'aime comment Gainsbourg réinventait des mots en français. J'aime les néologismes. J'aime ce que votre patron, Yves Bigot, faisait avec Béatrice Ardisson dans les petits textes qu'il écrivait pour des textes sublimes avec des mots qu'il réinventait. Il va être content, là. Mais belle dédicace. S'il regarde, oui. Alors, c'est quoi pour vous le Pour deuxième? moi, il y a un mot qui, en ce moment, me plaît passionnément. C'est le mot pont. Pont. P-O-N-T. Voilà. Un pont, voilà. Un pont Construire des ponts, un peu entre les cultures et les peuples notamment. Vous avez commencé avec vos... Comment on appelle ça? Pas des jouets d'ailleurs. Et votre mot préféré, Sabine? Sourire, rire, voilà. Voilà, sourire. Eh bien, alors on va terminer cette première partie en sourire. On va passer maintenant à la musique avec une voix immense que tous nos invités et qu'Espérance affectionne particulièrement. Celle de Matteo El Kodr, grand contre-ténor libanais et francophone par excellence. On va écouter un extrait, je m'élance,
La Chiacchio Pianga, c'est de l'italien de Rinaldo De Andel à l'Opéra de Doha avec l'Orchestre Philharmonique du Qatar. Restez sur TV5 Monde, à tout de suite. Bienvenue à tous ici en direct sur TV5 Monde pour le tour du monde de la francophonie. Nous sommes à Beyrouth, capitale du Liban. Grande ville aussi francophone. On va continuer avec tous nos invités. On vient d'entendre Matteo El Codre, que l'on ne présente plus ici à Beyrouth au Liban, mais que je vais quand même vous présenter. Et vous réagissez bien entendu sur les réseaux sociaux, hashtag TV5 Monde. On remercie l'Hôtel Le Grec qui nous accueille ici sur sa magnifique terrasse. On remercie bien entendu OTV Libanon. Il y a Espérance Ranem qui est à mes côtés, présentatrice vedette d'OTV Libanon. On remercie également Télé Liban, Télé Publique Libanaise et puis Nostalgie, Radio Nostalgie, la radio de tous les francophones du Liban. On va maintenant vous présenter nos 4 invités. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas si Patrick Naïmé à la réalisation, tu peux nous montrer peut-être, il y a une invitée, un intrus sur le plateau. Je ne sais pas qui est-elle. On va peut-être pas appeler la sécurité. Elle ressemble visiblement à Sabine Chouker. Je ne sais pas si c'est bien vous. C'est vous, Sabine, ou pas? Non. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On la sort du... Mathéo, on la sort ou pas? Je reste. Vous restez sur le plateau. Bon, allez, vous pouvez rester, Sabine Chouker. Non, on a préféré, voilà, il fallait faire un choix, on vous a gardé parce que voilà, Ziad, Raya et Rima sont tous passés sur TV5 Monde. Vous, c'était la première fois. Donc, j'ai décidé de vous laisser ici, mais je vous avais dit de changer de tenue, c'est chose faite. Matteo El Codre, merci d'être avec nous. Matteo, vous êtes chanteur lyrique, artiste baroque, on peut dire. Vous avez une voix atypique. Vous parcourez les capitales du monde entier. On a vu Doha, mais vous êtes aussi en Australie. Vous étiez basé à un moment donné à Paris. Et vous allez nous dire pourquoi, d'ailleurs, vous avez fait le choix de revenir au Liban. Avec nous également un grand homme, un grand monsieur de la francophonie, Dr Jarjoura Haddan. Merci d'être avec nous et merci de nous accueillir ici à Beyrouth au Liban. Vous êtes délégué général du président de la République libanaise, Michel Aoun. Michel Aoun qui est en ce moment à New York où se tient l'Assemblée générale des Nations Unies et qui sera reçu d'ailleurs par Emmanuel Macron ces jours-ci, son homologue français. Vous êtes donc son délégué à l'Organisation internationale de la francophonie que l'on salue puisqu'il nous aide à réaliser cette émission. On remercie aussi les alliances françaises et les instituts français également. Vous êtes aussi président de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société à l'université Saint-Joseph ici à Beyrouth. J'ai rien oublié, docteur? Ça va, sinon vous le dites. Hein. Avec nous également Saëlys. Ravi de vous retrouver. Vous aviez chanté pour la semaine de la francophonie à l'ambassade de France dans Maghreb Orient Express. Oui. On s'en souvient encore avec la chorale d'ailleurs qui s'appelle la chorale Fayha que l'on salue. On espère qu'elle est toujours en pleine santé, même si ce n'est pas toujours facile hein, de persévérer dans les projets. Vous allez chanter tout à l'heure à la fin de la chanson, c'est un plaisir. Vous nous interprétez La tête dans les nuages. Et vous avez participé d'ailleurs à Nice, hein, dans le sud de la France, l'une des villes qui malheureusement depuis a été touchée par un terrible attentat. On s'en souvient des attentats comme on en a connu aussi ici à Beyrouth. Vous étiez au Jeu de la francophonie à Nice, c'était en 2013. Espérance, on va repartir maintenant pour un tour sur la belle langue française. Docteur, on entend souvent que la langue française est en perte de vitesse dans le monde. À votre avis, où se situe-t-elle au Liban maintenant? Au Liban, il y a deux choses à dire. La première, c'est que la langue française continue à avoir une vitalité au Liban, au niveau de la vie quotidienne, au niveau scolaire, au niveau universitaire. Et il ne faut pas s'alarmer, elle est là et elle restera. Mais la langue française est quand même dans une situation un peu de concurrence par rapport à la langue anglaise. Mais je pense que dans l'ensemble, il ne faut pas être très pessimiste. Voilà.
Il y a des parents ici qui m'ont dit, par exemple, se pose toujours le dilemme, la question, quand on a des enfants, est-ce qu'il faut les scolariser, bien entendu, à l'école libanaise, publique ou privée, mais langue arabe, bien entendu, c'est la langue nationale officielle. Mais après, il y a un choix à faire. Est-ce qu'il faut choisir l'anglais ou est-ce qu'il faut choisir le français? L'anglais, c'est la langue des affaires, du business. Le français, c'est la langue de quoi, le français? Pourquoi est-ce que vous diriez à des parents qui le font d'ailleurs inscrire son enfant dans un enseignement francophone? Vous êtes dans un pays qui est quand même trilingue, donc je pense qu'on peut faire il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et là, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix. Et heureusement que dans au niveau des 3 langues, il y a quand même des possibilités pour la scolarité et la formation. Mathéo El-Kodre qui écoute attentivement Dr Jarjoura Hardan. Mathéo, je ne vais pas vous demander racontez-nous votre histoire à la langue française, mais j'ai eu le temps de rencontrer quasiment tout le monde d'ici là. On a pris un petit déjeuner ensemble, on a dîné. Bon, Sabine, elle est overbookée, pardon pour l'anglicisme, en tout cas elle a un emploi du temps très chargé, elle acquiesce de la tête. Mais vous m'avez dit, lors d'un de ces déjeuners, vous m'avez dit, je réfléchis, je pense en français. C'est quand même très touchant pour une langue de dire ça. Mais ça veut dire quoi? Déjà, je suis né dans une famille qui est à la base francophone. Donc, le gosse, quand il naît, quand il grandit, il réfléchit avec la langue dans laquelle il vit. Et moi, j'ai vécu avec la langue française, qui était prépondérante chez moi à la maison, de par ma mère et de par mon père, et de la langue d'éducation également à l'école. Donc, automatiquement, je réfléchis en français, puis je traduis. Donc, c'est intéressant pour un Libanais. Alors, Saïlis, et vous, parlez-nous de votre découverte de cette langue? Mais moi, c'est également ma langue natale parce que je suis née en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai grandi avec le français. Vous êtes née où? Je suis née au Togo. Au Togo? Oui, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans au Togo. Eh bien, on salue le Togo qui nous regarde, bien entendu. Lomé, la capitale du Togo. Et oui, salut Lomé. Salut Lomé. Et puis après, j'ai vécu aussi 10 ans en France. Donc en fait, je vis depuis quelques années au Liban seulement. Mais la langue française a toujours été ma langue primaire. Alors, ce qui est génial, c'est que Mathéo réfléchit en français, mais vous, dans les embouteillages ici à Beyrouth, et il y en a des embouteillages, j'étais votre passager, et vous, au volant, vous utilisez des expressions africaines d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est génial, quand même. Mais ça, c'est dossier, ça, il ne faut pas dire à la télé. Comment vous dites, par exemple, quand il y a une voiture très longue devant vous, allez? Ouf, je sais plus, il y en a tellement des expressions, mais ouais, c'est vrai que ça ressort très naturellement. Ouais, ça ressort naturellement. D'ailleurs, c'est ça, le mélange de langue et de culture au Liban. Exactement. Et il y a aussi parler français. Oui, je ne pense pas qu'en tant que Libanais, si on a vraiment grandi dans cette culture, c'est difficile de vivre avec une langue. On vit vraiment avec 3 langues et le français est quand même dominant dans notre culture jusqu'à présent. Enfin, pour moi, ça ne change pas, quoi. Docteur Jarjoura Hardan, au-delà d'une langue en partage, dites-nous aujourd'hui ce que peut jouer la francophonie dans un monde tourmenté. Nous sommes ici à Beyrouth, à quelques kilomètres de là. Il y a un pays qui est en guerre et qui est ravagé par une guerre terrible depuis maintenant 7 ans, peut-être presque 8 ans aujourd'hui. Vous qui êtes quand même proche du président Michel Aoun, que peut faire la francophonie? Je suis persuadé que la francophonie peut faire beaucoup de choses. La francophonie est nourrie des droits de l'homme. Et lorsqu'on est nourri des droits de l'homme, on a la possibilité d'avoir recours à 3 valeurs au moins. La valeur du respect des différences, la valeur de la liberté et la valeur de la vérité. La francophonie est, à mon avis, elle peut dire la vérité, elle peut jouer un rôle de moteur, de dynamique, de paix. Et alors, comment voyez-vous l'avenir de la langue française dans le système éducatif libanais? J'ai dit tout à l'heure que la langue française se porte bien au Liban. Alors elle n'est pas en danger, comme on essaie de dire parfois. Ça, c'est une réalité que nous préserve l'avenir. On ne peut pas avoir quand même des réponses très scientifiques et très positives. Et moi, j'ai tendance à croire qu'il y a de la place pour tout le monde et la langue française aura l'avenir qu'elle mérite parmi les Docteur, les langues. si vous aviez à compléter la phrase suivante, l'anglais, langue facile, le français, langue difficile, mais, 3 points, à vous de compléter cette phrase. Écoutez, je ne veux pas revenir à ma discipline qui est la linguistique, études scientifiques. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de langue facile ni de langue difficile. Toutes les langues sont semblables et différentes. Maintenant, lorsqu'on passe à l'impact n'a rien à voir avec le fonctionnement interne de la langue.
avouons que l'impact de l'anglais actuellement est très fort et voilà, donc c'est l'impact. Mais d'ailleurs, on parle beaucoup de l'impact de l'anglais, mais l'anglais lui-même aujourd'hui est de plus en plus concurrencé par la langue arabe dans le monde, tout à fait. par le mandarin, langue chinoise également dans le monde. Les États-Unis pourraient voir l'espagnol arriver première langue officielle, parce qu'il n'y a pas de langue officielle dans la Constitution américaine. Donc l'anglais lui-même a des soucis à se faire, mais encore une fois, comme on l'a dit, langue de Molière, langue de Shakespeare, il y a de la place pour tout le monde. Matteo, quelle voix, une voix immense, on l'a dit. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que c'est inné, est-ce qu'on est avec une voix comme ça? Je sais que vous êtes très sportif, tout comme moi. Ça demande bien entendu un entretien, mais est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'il y a franchement un travail immense à faire? Est-ce qu'on passe par le conservatoire et puis après, on a des années et des années de dur labeur? Maintenant, la base doit exister. On doit avoir une belle voix. Si on n'a pas une belle voix, on peut la travailler pour qu'elle soit un peu plus juste, mais ça ne sera jamais une très belle voix. On est avec une belle voix, comme on m'a dit quand j'étais gamin, que j'avais une très très belle voix. Et j'ai commencé mon cursus à l'âge de 9 ans. Pour avoir la voix que j'ai maintenant, je suis passé par plusieurs étapes. Ça a été compliqué pour vous au Liban, en Méditerranée? C'est quand même pas commun d'avoir un chanteur lyrique baroque? C'était un peu compliqué au début, mais je suis vraiment arrivé par la grande porte. En signant mon contrat avec Universal Music France, je suis rentré vraiment par la grande porte parisienne. Comme quoi, genre, le contre-ténor libanais qui vit à Paris, qui chante un peu du baroque, pop, opéra. Donc c'était vraiment la grande porte pour les plus jeunes qui trouvent que cette voix est un peu élitiste et vieillarde. Oui, mais de nos jours, quelle est la place que le baroque occupe au Liban? La place que le baroque occupe au Liban, je l'ai créée. Donc je suis vraiment le C'est le seul. C'est un peu prétentieux ce que je raconte. Bravo Ali, bravo à vous. C'est un peu prétentieux ce que je raconte, mais vraiment, elle existait, mais elle était un peu cachée. Donc je l'ai un peu... Ouais, vous l'avez porté. Sorti de ces bouquins. Mais tout à l'heure, on parlait Raya parlait d'amener l'art contemporain dans l'espace public. Exactement. Est-ce qu'il y a des conservatoires aujourd'hui au Liban public? Est-ce qu'on peut inscrire son enfant, prendre des cours de piano Absolument. Et le Conservatoire national libanais, qui est un excellent conservatoire avec une qualité immense de professeurs, qui sont vraiment des érudits en musicologie, qui ont étudié un peu partout en Europe et dans tous les pays slaves, qui sont bien sûr une grande école, les pays slaves de la musique, et qui sont là avec leur talent et leur art pour inculquer toute cette immense discipline à nos chers petits Libanais. Ça, Elissa, pardon, Espérance, vous êtes vous aussi avec une très belle voix, vous avez beaucoup travaillé. Je le disais, il y a 2 ans, je crois, à l'ambassade de France à Beyrouth, vous aviez entonné à la fin avec la chorale Fayha, des enfants libanais, Bétonville. Oui. Bétonville, vous parliez bien entendu de Beyrouth. Alors on voit ces images magnifiques tournées par l'équipe de Patrick Naimé, le réalisateur, avec un drone. Je vais crâner aussi un peu. Je crois qu'on est les seuls dans ce tour du monde à avoir des drones. En ce moment en direct qui surveillent Beyrouth et un deuxième également. Voilà, vous voyez la ville de Beyrouth. Et on le voit effectivement, il y a cette belle mer Méditerranée qui est menacée, Rima le disait, mais on voit aussi beaucoup d'immeubles, c'est vrai, Sahélis. Bétonville, est-ce que ça s'est calmé aujourd'hui, cette frénésie du bâtiment? Pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais bon, c'est vrai que quelque part, c'est positif de voir qu'il y a un développement continu dans le pays et que ça bouge, ça travaille. Mais on manque d'urbanisme, on manque d'organisation. Et bon, moi, c'était à l'époque pour ça que j'avais écrit cette chanson, parce que j'étais un peu attristée de voir qu'on ne conservait pas assez le caractère historique et culturel de la ville de Beyrouth, qui était à l'époque mais magnifique, qui est toujours une belle ville, mais qui a perdu un peu ce cachet. Son âme. Son âme, à cause de tous ces bâtiments. Bon, bah maintenant, on ne peut pas non plus arrêter le développement. Donc il faudrait pouvoir trouver la juste balance. Mais Bétonville et Bétonville plus que jamais. Mais ça et le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que ça vous a apporté? Personnellement, ça m'apporte une très grande richesse et l'envie de toujours bouger, de toujours découvrir. Et puis surtout cette espèce de triple appartenance, d'avoir cette culture française. J'ai beaucoup de la chance d'avoir eu cette culture française, cette culture africaine aussi de par mon enfance. Et puis bien sûr mon héritage libanais que je porte. Donc pour moi, c'est une très grande richesse. Quel souvenir gardez-vous des Jeux de la francophonie de Nice? Justement, c'est un épisode de ma vie où j'ai retrouvé un peu ce melting pot, ce mélange en rencontrant des gens du monde entier. Et c'était une très belle expérience parce que, mis à part le fait que c'était une compétition, c'était un échange culturel énorme avec plein de jeunes, plein d'artistes, de plein de catégories différentes. Oui, d'ailleurs, il y a des disciplines sportives. C'est peut-être le seul événement au monde, les Jeux de la francophonie. Les 8e viennent d'avoir lieu à Abidjan. Ce sont les seuls où on mêle à la fois des disciplines sportives, mais aussi des disciplines culturelles. Vous, par exemple, Sabine, je m'adresse à vous. Vous avez participé au mois de juillet. Elle s'est calmée. Hein. Elle est gentille, vous étiez à Abidjan pour les 8e Jeux de la francophonie. C'était au mois de juillet, là, cet été. Comment ça s'est passé? Dans quelle discipline? Le conte?
j'étais dans la discipline du conte et puis j'étais en clown aussi, mais pas ce clown, un autre clown. Vous avez plusieurs types de vêtements. Ici, c'est mon clown chic, glamour pour la TV5. Quoi. Mais vous, contrairement à Sabine, vous ne connaissiez pas l'Afrique de l'Ouest. Non. Ça vous a fait plaisir à Abidjan? C'est arrivé. Génial, très très beau. Et puis moi j'étais très ravie d'être là-bas pour présenter le Liban et pour raconter des histoires que j'ai recueillies dans mes voyages avec les réfugiés au Liban, mais aussi c'est vrai que c'est une question en qui Grèce touche particulièrement l'Afrique, la question des déplacés et des réfugiés aussi. Donc, voilà. On va maintenant continuer, plus de 23 heures de direct, quasiment 24 maintenant dans quelques minutes. Tout à l'heure, on ira à Kinshasa, République démocratique du Congo, le tour du monde de la francophonie, pour vous le rappeler, opération unique aujourd'hui dans le monde, partout, sur les 5 continents, 24 heures donc quasiment de direct, 23 destinations, des moyens colossaux. On remercie aussi, bien entendu, je ne l'ai pas dit, outre les télés ici libanaises, mais aussi, bien entendu, France Télévisions, tous nos partenaires qui nous permettent aussi de mettre des moyens techniques colossaux à notre disposition. Espérance, pas de jaloux, on va faire comme tout à l'heure, on va demander à nos invités quel est leur mot préféré dans la langue de Molière. Et pourquoi? On commence avec vous, Saï. Votre mot préféré, pourquoi? Écoutez, c'est difficile dans une langue qui est aussi belle de choisir un mot, mais vu qu'on est à Beyrouth, aujourd'hui je dirais la coexistence, parce que je pense que c'est un mot qui représente très bien notre pays. Donc voilà, parmi tous les mots que j'adore, c'est le mot que je choisirais aujourd'hui. Et vous, Mathéo? Moi, je choisirais. J'ai longuement pensé, Mohamed, au nom. Et finalement, je trouve que autodidacte, je trouve qu'il sonne très bien. Autodidacte. Ouais, ça fait un peu technologique. En même temps, ça me représente énormément. Parce autodidacte, ça veut dire quand on choisit par exemple un métier, c'est qu'en fait on s'est formé tout seul. Exactement. On n'est pas allé pour devenir. Ça me représente à moi. J'ai été toujours autodidacte. J'ai toujours appris la peinture, l'opéra, etc. Seul et de mon plein gré. Donc autodidacte. On va pouvoir continuer après à faire un tour de table sur bien d'autres sujets. Je me tourne vers vous, docteur Jajoula. Quel est votre mot préféré? Alors là, celui-là, attention, on va écouter, ça va être un collector parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes linguiste. Alors là, on va le noter. Ça n'a rien à voir avec la langue. Là, c'est le choix du cœur. Avec le contenu, je choisirais humanisme. Humanisme. Avec la terminaison isme qui veut dire aussi position, parce que dans le paradigme, on peut évoquer humanité, on peut évoquer humain, on peut évoquer humanitude aussi, parce que c'est quand même la notion qui m'a personnellement formé, c'est ce que je retiens de la francophonie, et j'espère qu'il y aura un peu plus d'humanisme dans les relations Docteur, vous dites humanisme, mais comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, en 2017, on en soit un pays qui soit comme ça? On parle du Moyen-Orient, mais il y a aussi des conflits en Afrique, en Europe même, avec par exemple l'Ukraine. Et comment expliquer, aux portes de l'Europe en tout cas, comment expliquez-vous qu'il y ait Parce qu'on n'a pas beaucoup écouté la francophonie et la tradition humaniste. Mais c'est quoi la tradition humaniste, La tradition humaniste, c'est justement revenir à l'homme qui est d'abord rationalité, qui est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, liberté et respect de l'autre. Est-ce que vous diriez que le Liban est quelque part un modèle et un laboratoire? Parce que certes, ce pays a connu, comme bien d'autres, comme l'Algérie aussi, parfois des conflits, le terrorisme et une guerre fratricide. Le Liban, on le rappelle, c'est 18 confessions tout de même. Quand on arrive au Liban, on est quand même toujours fasciné. Certes, il y a encore les stigmates de cette guerre civile, mais comment ce peuple arrive aujourd'hui à parler ensemble, à être unis, alors qu'en France, par exemple, il y a 3 religions monothéistes. On entend parler beaucoup de. C'est beau et c'est compliqué, mais on entend parler souvent de débats en France, le voile, le burkini. Alors vous êtes certes un pays à la fois chrétien et musulman, mais comment est-ce que vous expliquez que ça tienne au Liban? Je dois d'abord vous dire que je suis allergique au mot modèle. On n'est pas modèle du tout. On a fait la guerre aussi, on s'est entretués, soyons francs et disons-le. Mais il y a quand même une tradition d'ouverture, de respect de l'autre dans ce pays pluriconfessionnel, plurilingue. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a pu tenir et on a pu coexister, on a pu sortir de ces drames dans lesquels nous étions plongés. Et il y aurait quand même à réfléchir et
pas de leçons, pas de modèles, mais quand même, c'est à approfondir. Mathéo, il y a une jeunesse partout en Méditerranée qui a soif aussi de liberté et qui a connu un basculement avec ce qu'on a appelé les printemps arabes, le départ de Ben Ali en Tunisie. Bien entendu, la situation en Tunisie est tout autre. On a d'ailleurs parlé de modèles et de laboratoires en Tunisie. Je ne vous pose pas une question géopolitique, mais comment est-ce que vous, jeune artiste, vous avez vécu ces événements qui ont bouleversé toute une partie de la Méditerranée? On a eu le sentiment qu'à un moment donné, c'était le champ de tous les possibles, qu'on a commencé à parler de questions tabous, de droits des minorités sexuelles, de la place de la femme dans l'espace public, aussi de laïcité, un mot qui existe en arabe, mais qui n'a pas du tout la même tradition que la laïcité française. Comment vous avez vécu ça, vous? Je n'ai jamais été éduqué dans un milieu qui est activiste ou qui est militant, militant ou pro ceci, cela. Mais franchement, avec tous les bousculements qu'il y a eu dans les pays arabes, je me suis vraiment littéralement senti concerté et j'ai cherché une cause en moi pour pouvoir combattre. Et franchement, c'était la cause qui était inévitable, c'est la liberté. Le mot liberté, il est incroyable. Que ce soit la liberté sexuelle, que ce soit la liberté de penser, la liberté artistique, la liberté politique, la liberté confessionnelle. La liberté de vivre sa vie comme on l'entend. De vivre sa vie comme nous, on l'entend. Être humain, pas nous, Libanais. Tiens, d'ailleurs, Espérance, avant que j'oublie, votre mot préféré, c'est quoi à vous? Puisque je n'ai pas le droit de dire Espérance, mon prénom que j'aime bien. Alors j'avoue, j'ai dit que personne n'avait le droit de dire Espérance. Sauf moi. Alors, je dis patriotisme. Patriotisme, c'est bon ça. C'est un joli mot. Et vous, Mohamed? Moi, je choisirais paix quand même, forcément. PAX. Il est beau, docteur, le mot paix, non? C'est pas mal, hein? Humanisme et paix. Sabine, c'était quoi déjà? Sourire, Moi, rire? c'était sourire, rire. Maintenant, c'est rêve. Je change. Hein. Rêve, tu changes. C'est en fonction du soleil, du vent. Voilà, c'est rêve. Saëlys, vous avez un rapport particulier avec le Liban. Vous vivez aussi, vous étiez il y a quelques jours aussi à Béthune. On salue aussi le nord de la France, un peuple qui a du cœur. C'est une région où le climat n'est pas toujours là, mais en tout cas, le soleil est dans le cœur des gens, dans le nord de la France. À Béthune, vous étiez. On parlait justement de la place de la femme dans l'espace public. Comment ça se passe ici à Beyrouth, au Liban? Moi, personnellement, Rima a sans doute raison, mais je trouve qu'elle était peut-être dure en parlant tout à l'heure que la place de la femme était plus avancée en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ce n'est pas ce dont on a l'impression. Quand vous allez à la plage, vous ici par exemple, ne se pose pas la question de la tenue? Je dirais que ça dépend du contexte en fait. Ça dépend du contexte et ça dépend de l'environnement culturel parce que le Liban, c'est vraiment on peut pas donner une image ou une définition de ce pays. Ça dépend de la région. Voilà, on passe comme dit Mathéo, d'une rue à une autre, on peut se retrouver dans un contexte complètement différent. Donc je dirais que moi, en tant qu'artiste libanaise qui vit au Liban aujourd'hui, ma place de femme dans la rue, j'ai pas de problème parce que je m'impose et je porte ce que je veux, je dis ce que je veux. Par contre, dans mon milieu artistique, je trouve qu'elle est plus difficile dans la définition de mon métier. C'est-à-dire qu'un métier d'artiste, de musicienne, quel qu'il soit dans le monde artistique, on a toujours besoin de se définir, on a toujours besoin de trouver des raisons pour ce qu'on fait, et ça me dérange. Alors je ne suis pas un homme, je ne sais pas si les hommes dans ce milieu ont le même problème, mais moi en tant que femme, je l'ai. Et je voudrais qu'on reconnaisse qu'il y a beaucoup d'artistes dans ce pays, il y a un monde culturel énorme qui bouge. Et il faut qu'on accepte qu'on fait des vrais métiers qui sont difficiles et qui sont passionnants. Et je pense qu'on va les faire jusqu'à la fin de nos jours. Et qu'on montre aussi le côté culturel du Liban au monde entier. Et pas uniquement le côté guerre, le côté réfugié. Exactement. Il y a le côté artistique. C'est ce qu'on essaie de faire à TV5. On avait la Beyrouth Art Fair hier, c'est une merveille. Dans nos journaux télévisés. Beyrouth Art Fair a placé Beyrouth sur la carte artistique et de l'art moderne, international, absolument. Le tour du monde de la francophonie continue. Plus de 24 heures, en tout cas quasiment 24 heures de direct maintenant. On va commencer à remercier tout le monde, nos invités. Merci à tous les quatre. Hein. Merci beaucoup, merci Espérance aussi. C'est pas tout à fait nu. Est-ce que Saëlys, vous allez vous préparer, vous allez nous interpréter la tête dans les nuages? On va pas tarder maintenant à prendre la direction de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. Mais on va d'abord faire un petit détour par Paris où nous attend Denise Epoté. Vous allez le voir, c'est la petite question sensible, ça, le duplex de la réaliser. Tout à l'heure, ça s'est très bien passé entre Madagascar et le Liban. Ça sera le cas aussi. Je vais rester avec vous le temps que l'on m'indique que Paris est bien avec nous, avec Denise Epoté, directrice Afrique de TV5 Monde, que l'on salue, qui fait un immense travail pour l'Afrique. Et bien, je la vois à l'écran. Denise, ma chère Denise, ravie de vous retrouver. En tous les cas, Denise, je vais vous maintenant laisser la parole, puisque Denise, on va terminer ce tour du monde de la francophonie par le Congo-Kinshasa, qui est tout simplement le plus grand pays francophone au monde. À vous, Denise.
Bonjour Mohamed, effectivement la RDC c'est le plus grand pays francophone du monde avec ses 80 millions d'habitants et à Kinshasa, la capitale que les Kinois appellent également Kinshasa, ce qui veut dire Kin la Belle, Julie Sefou et ses invités nous attendent impatiemment depuis 24 heures. Le tour du monde de la francophonie, 24 heures quasiment de direct, 23 destinations dans le monde. On vous a emmené partout, au Japon, en Corée du Sud, en Chine. On allait bien entendu aux États-Unis. On a fait bien entendu des tours aussi en Afrique avec Abidjan dont on parlait tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une grande aventure qui n'est pas terminée, qui continue. Allez, on remercie jamais assez. Espérance, avant de donner la parole, plutôt le chant à Saëlys. Merci encore vraiment beaucoup. C'est une belle expérience, c'est très touchante. Merci à vous tous de m'avoir fait découvrir et redécouvrir Beyrouth, plaisir partagé. Ouais. On remercie aussi donc tous nos partenaires, France Télévisions, Télé Liban, la télévision publique libanaise, les autorités libanaises aussi, parce que vous le savez, en ces temps sensibles, c'est pas facile d'avoir des drones dans le ciel au-dessus de la Méditerranée. On remercie également Radio Nostalgie, la télé de tous les francophones du Liban. J'adore comment me regarde Sabine avec ses grands yeux. Elle est très concentrée. Voilà, merci à tous en tous les cas. On espère qu'on n'oublie personne et qu'ils nous en veuillent pas. Maintenant, Saëlys, Elissa, c'est à vous, c'est à toi. Tu vas nous interpréter La tête dans les nuages parce que c'est vraiment notre sentiment ici. Les gens qui me regardent ne doutent jamais d'un tempérament de daigne, si seulement ils savaient. Derrière une enfance sauvage se cache un cœur de bohème, un besoin constant de voyage, une envie d'amour éternel. La tête dans les nuages, je chante pour oublier tous ces mots, toutes ces images qui hantent mes nuits d'été. La musique nourrit mon âme, elle berce mon cœur blessé. Chanter, danser et rire, c'est tout ce qui peut m'importer. La tête dans les nuages, je chante pour oublier tous ces mots, toutes ces images qui hantent mes nuits d'été. C'est repris, c'est le générique.